Russie, 1812. Napoléon envahit son ancien allié avec la plus grande armée que l'Europe n'ait jamais connue. Mais pour l'empereur français, le coup décisif reste frustramment hors de portée. La résilience de la Russie ne ressemble à rien de ce qu'il a jamais rencontré. Et alors que l'hiver approche, son armée entame la retraite la plus tristement célèbre de l'histoire. Le 15 septembre 1812, 83 jours après l'invasion de la Russie, une semaine après sa coûteuse victoire à la Moskova, Napoléon entre à Moscou. Il s'attendait à être accueilli par des dignitaires offrant officiellement la reddition de la ville. Au lieu de cela, il découvre que 90% des habitants de Moscou ont fui. Un incendie s'était déclaré la nuit précédente et était imputé à des soldats ivres. Mais au cours des 48 heures suivantes, les incendies ont continué à se déclarer dans Moscou, jusqu'à ce que la majeure partie de la ville soit en feu. Le comte Fiodor Rostopchine, gouverneur de la ville, avait ordonné que Moscou soit détruite plutôt que de tomber aux mains de l'ennemi. Et maintenant, les incendies étaient délibérément déclenchés par des criminels russes, libérés de prison et agissant sur ordre de la police. Les soldats français rassemblèrent et tirèrent sur tout ce qu'ils pouvaient attraper. Mais l'enfer était impossible à contenir. En 4 jours, les 2/3 de Moscou furent détruits. Les incendies enfin maîtrisés, les soldats de Napoléon se tournèrent vers le pillage systématique de la ville en ruine. Depuis ses nouveaux quartiers au Kremlin, Napoléon envoie une lettre à l'empereur Alexandre à Saint-Pétersbourg, l'invitant à faire la paix et à mettre fin à la guerre. Cependant, il ne reçut aucune réponse. Napoléon attendit, confiant qu'Alexandre finirait par négocier. Mais plus les jours passèrent, plus son inquiétude grandit. Les raids cosaques perturbent ses communications vitales avec Paris, ainsi que l'arrivée des fournitures. L'attrition constante des forces ennemies et des renforts russes fait en sorte que Napoléon est en infériorité numérique pour la première fois de la campagne. Des rumeurs lui parviennent également, selon lesquelles ses alliés réticents, la Prusse et l'Autriche, sont en pourparlers secrets avec ses ennemis. Napoléon avait proposé que l'armée hiverne à Moscou, mais cela paraissait désormais trop dangereux. À contre-cœur, il accepte que l'armée doit retourner à Smolensk pour trouver des quartiers d'hiver sûrs. Napoléon savait à quel point les hivers russes pouvaient être rigoureux, mais il continua à retarder son départ, rassuré par le beau temps d'octobre, en espérant toujours recevoir un message d'Alexandre offrant la paix. Le message ne viendra jamais. Le 13 octobre, les premières neiges légères tombèrent. 5 jours plus tard, Koutouzov lança une attaque surprise contre l'avant-garde de Murat à Vinkovo et la vainquit. Napoléon, piqué au vif, donne l'ordre à l'armée de quitter Moscou le lendemain. « 100 000 hommes de la Grande Armée quittent Moscou dans une colonne de 16 km de long, avec environ 40 000 voitures et charrettes. Il y avait aussi des femmes et des enfants, les femmes de militaires et les vivandières, celles qui cuisinaient pour les soldats ainsi que quelques civils. Chaque chariot et chaque paquet étaient remplis d'autant de nourriture et de butin possible. Au moment du départ, le sergent Bourgogne de la garde impériale fait l'inventaire de son sac. Il contenait plusieurs kilos de sucre, du riz, des biscuits, une demi-bouteille de liqueur, une robe de femme en soie chinoise brodée d'or et d'argent,
Plusieurs ornements en or et en argent, parmi lesquels un morceau de la croix d'Ivan le Grand. En plus de cela, j'avais mon uniforme, un grand manteau d'équitation de femme, 2 images en argent en relief, longues de 12 pouces et hautes de 8 pouces. Le tout de la plus belle facture. Également plusieurs médaillons et un crachoir de prince russe, serti de pierres précieuses. Je portais par-dessus ma chemise un gilet de soie jaune que j'avais confectionné moi-même avec une jupe de femme. Par-dessus, une grande cape doublée d'hermine et une grande bourse accrochée à mon côté par un cordon d'argent. C'était plein de choses diverses, parmi lesquelles un crucifix en or et en argent et un petit vase en porcelaine chinoise. Ensuite, il y avait mes armes à feu, ma poudre et 60 cartouches dans la boîte. Cette armée lourdement encombrée ne réalise pas encore qu'elle est engagée dans une course contre la montre. Les Russes commençaient à se déplacer contre les flancs de Napoléon, profonds de 885 km. Ce jour-là, l'armée de Wittgenstein repoussait à Polotsk les forces en infériorité numérique du maréchal Saint-Cyr et attirait le 9e corps de Victor vers l'ouest pour les soutenir. Au sud, l'avancée de l'amiral Tchitchagov fit reculer le corps autrichien de Schwarzenberg pour couvrir Varsovie. Le couloir se fermait. Et puis, il y avait la météo. Même si Napoléon était convaincu que son armée pourrait atteindre ses quartiers d'hiver à Smolensk en 20 jours, bien avant l'arrivée des températures les plus extrêmes. Napoléon envisageait de se retirer via Kalouga, à travers un pays préservé où l'armée pourrait se ravitailler. Mais Koutouzov envoie le 6e corps du général Doktourov pour bloquer la route à Maloyaroslavets. Au cours de combats acharnés, les troupes italiennes du 4e corps d'Eugène chassent les Russes de la ville. C'est une victoire durement gagnée, qui n'est pas sans rappeler les combats de la Moskova. Koutouzov se tient désormais entre Napoléon et Kalouga. Napoléon prend alors la mesure inhabituelle de conférer avec ses maréchaux. Et après avoir discuté de diverses options, il décide que plutôt que de chercher une bataille majeure, l'armée se retirerait par le chemin qu'ils avaient parcouru le long de la route de Smolensk. Napoléon avait espéré éviter cette route, car cela impliquait de revenir à travers un pays déjà dépourvu de ravitaillement. Le lendemain des combats de Maloyaroslavets, Napoléon est presque capturé par un groupe de Cosaques et sauvé seulement par la charge du général Rapp à la tête de son escorte. Après l'avoir échappé belle, Napoléon fit confectionner une fiole de poison pour la porter autour du cou en cas de capture. L'armée de Napoléon se mit en route vers sa nouvelle route, suivie, à distance respectueuse, par l'armée de Koutouzov au sud. Ils passèrent devant le vieux champ de bataille de la Moskova, un spectacle macabre et troublant, où des corbeaux picoraient des cadavres à moitié enterrés. Les marches incessantes commencent rapidement à fatiguer les hommes et les chevaux. Quelques jours plus tard, la température est tombée en dessous de 0. Les chevaux de l'armée, surmenés et affamés, meurent en masse. La discipline commence à s'effondrer, certains conducteurs ayant simplement jeté les malades et les blessés sur le bord de la route pour tenter d'assurer leur propre survie. Alors que la colonne française devenait de plus en plus tendue, le général Miloradovitch, commandant l'avant-garde de Koutouzov, tomba sur l'arrière-garde de Davout, à l'extérieur de Vyazma. Pendant quelques heures, le premier corps de Davout fut coupé, jusqu'à ce qu'Eugène et Ney viennent à son secours. La bataille s'est terminée par des combats de rue à Vyazma, alors que les Français ont évacué en toute hâte la ville en feu. Pour les soldats de la Grande Armée, peu habitués aux retraites et aux déroutes, Vyazma constitue un coup alarmant et démoralisant.
Le 4 novembre, il a commencé à neiger abondamment. La nuit suivante, les températures ont chuté jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Peu d'hommes et de femmes disposaient de vêtements d'hiver adéquats ou avaient accès à un abri. Beaucoup meurent de froid pendant la nuit. Le lendemain matin, les chariots et les armes sont abandonnés. De nombreux soldats cherchent désormais à se sauver, ignorant les officiers, volant des chevaux et de la nourriture et quittant la colonne pour parcourir la campagne à la recherche de ravitaillement. Beaucoup de ces fourrageurs sont trouvés par les Cosaques. Certains coupés ou transpercés, d'autres dépouillés de tout ce qu'ils possédaient et laissés geler. Dans quelques cas, ils sont remis aux paysans, avides de représailles contre les envahisseurs étrangers qui ont pillé tout ce qu'ils possédaient. Alors que l'armée progresse vers Smolensk à travers des tempêtes terribles, Napoléon ordonne au 4e corps de Gênes de se diriger vers Vitebsk, où se trouvent d'importants dépôts de ravitaillement français. Mais Vitebsk est déjà tombé aux mains des Russes. Le 4e corps est trop faible pour se frayer un chemin et rejoint l'armée, sans son artillerie et la plupart de ses bagages. Un colonel qui a vu le 4e corps à ce stade décrit des hommes sans chaussures, presque sans vêtements, épuisés et affamés, assis sur leurs sacs, dormant à genoux et ne sortant de cette stupeur que pour griller des morceaux de viande de cheval ou faire fondre des morceaux de glace. 3 semaines seulement après avoir quitté Moscou, un tiers de l'armée est mort ou capturé. Environ la moitié des autres forment une armée croissante de retardataires, des hommes sans unité, prêts à se battre uniquement pour survivre. Napoléon atteint Smolensk le 9 novembre. Les premières troupes arrivées en ville saccagent les dépôts de ravitaillement, ne laissant rien à ceux qui suivent, y compris l'arrière-garde de Ney, arrivé 6 jours plus tard. Napoléon avait espéré faire de Smolensk sa base d'hiver, mais l'état de l'armée et le manque de ravitaillement l'obligent à poursuivre sa retraite. Mais les 5 jours qu'il passe là-bas donnent à Koutouzov le temps de faire demi-tour et de préparer une embuscade. Lorsque la retraite française reprend, il frappe à 50 km à l'ouest de Smolensk, à Krasny. Au cours de 3 jours de combats désespérés dans la neige jusqu'aux genoux, Napoléon utilise sa garde impériale pour maintenir la route ouverte, tandis que les corps de Gênes et Davout se feraient un chemin à travers l'embuscade avec de lourdes pertes. 2 régiments de la jeune garde reçoivent l'ordre de lancer une contre-attaque sacrificielle pour tenir les Russes à l'écart et sont pratiquement anéantis. Koutouzov a retenu une grande partie de ses troupes et a été accusé de ne pas avoir tenté de détruire l'armée de Napoléon lorsqu'il en avait l'occasion. Il est possible qu'il était préoccupé par le nombre de conscrits bruts dans sa propre armée, qui souffre également terriblement des conditions glaciales. Tous les corps français n'ont pas percé à Krasny. Le maréchal Ney et ses 6000 hommes d'arrière-garde arrivent le 18 novembre pour trouver la route bloquée par 60 000 soldats russes et aucun signe de soutien promis de la part du 1er corps de Davout. Les hommes de Ney se précipitent contre les lignes russes avec un courage désespéré, mais sont mitraillés. Rejetant plusieurs invitations à se rendre, Ney mène les survivants dans une audacieuse traversée nocturne du fleuve Dniepr, puis à travers 72 km de terrain découvert, sous l'attaque constante des Cosaques de Platov, pour atteindre Orsha. Au moment où Ney rejoint l'armée, son arrière-garde ne comptait plus que 800 combattants, à la tête d'une colonne de plusieurs milliers de traînards. L'armée considère son action comme miraculeuse. Lorsque Napoléon apprend la nouvelle, il surnomme immédiatement le maréchal Ney, le brave des braves.
Napoléon avait échappé à un piège. Mais maintenant, 3 armées russes se rapprochent de directions différentes et le dépassent en nombre de près de 3 contre 1. De l'Est, l'armée principale de Koutouzov, forte de 65 000 hommes. Du Nord, Wittgenstein avec 30 000 hommes, repoussant progressivement le 9e corps du maréchal Victor. Et au Sud, l'armée de Moldavie de l'amiral Tchitchagov, forte de 34 000 hommes, ayant détaché le maréchal Ostensacken avec 30 000 hommes, pour empêcher les Autrichiens de Schwarzenberg et le corps saxon de Rainier de marcher au secours de Napoléon. Napoléon se dirige vers Minsk, une importante base d'approvisionnement française dotée de vastes réserves de nourriture, de vêtements, de chaussures et de munitions, dont son armée avait désespérément besoin. Mais le 21 novembre, une nouvelle désastreuse arrive. Minsk est tombé aux mains de Tchitchagov, qui a ensuite marché vers Borisov, chassé la garnison polonaise et capturé son pont sur la rivière Berezina. En droit, la Berezina aurait dû geler à présent, de sorte que Napoléon aurait pu la traverser n'importe où. Mais un dégel soudain a transformé la rivière en un torrent de glace et d'eau glaciale. Napoléon est enfin rejoint par le maréchal Oudinot et son 2e corps, qui n'a pas autant souffert que la colonne principale lors de sa retraite de Polotsk. Oudinot lance une contre-attaque immédiate sur Borisov et reprend la ville, mais ne parvient pas à empêcher les Russes de brûler le pont. Sans autre pont à des kilomètres dans les 2 sens, il semble que l'armée épuisée de Napoléon soit finalement condamnée. Mais il reste une lueur d'espoir. La cavalerie polonaise a trouvé un gué de l'autre côté de la rivière, près du village de Studienka. Napoléon donne une avalanche d'ordres. Le 2e corps doit simuler les préparatifs d'une traversée de la rivière au sud de Borisov. Le 9e corps de Victor, arrivant du nord, doit former une arrière-garde à l'est de Studienka pour tenir les Russes à distance, tandis que les ingénieurs travaillent aussi rapidement, autant que possible, pour construire des ponts flottants sur la rivière et donner à l'armée de Napoléon une chance de s'échapper. L'après-midi du 25 novembre, les ingénieurs néerlandais du général Eblé commencent à construire 2 ponts flottants de 300 pieds sur la rivière Berezina. Ils travaillèrent jour et nuit, parfois jusqu'à la poitrine dans l'eau glacée, et ont achevé les 2 ponts en moins de 24 heures. Peu d'ingénieurs survécurent à cette épreuve. Tchitchagov a été totalement trompé par la diversion au sud de Borisov et déplaçait ses troupes vers le sud pour y faire face, permettant à l'armée de Napoléon de commencer à traverser ces ponts branlants, pratiquement sans opposition. Le 2e corps d'Oudinot a ouvert la voie pour sécuriser une tête de pont, suivi le lendemain par les restes de l'armée principale. La priorité est donnée aux troupes formées, encore capables de combattre. Pour le moment, l'immense foule de retardataires de l'armée restait sur la rive opposée. Au moment où Tchitchagov réalise son erreur et commence à se déplacer vers le nord, Napoléon a des troupes en place pour défendre le passage. Sur la rive est, la 12e division du général Parthenot, 4000 soldats relativement frais du 9e corps de Victor, forment l'arrière-garde. Alors que les Cosaques de Platov approchent par l'est, l'avant-garde de l'armée principale de Koutouzov, Parthenot, tente de rejoindre le 9e corps. Mais pris dans un blizzard tourbillonnant, avec une visibilité jusqu'à 50 mètres, il marche directement vers l'armée de Wittgenstein. Sa division entière a été tuée ou capturée. Le lendemain matin, Tchitchagov et Wittgenstein lancent des attaques coordonnées des 2 côtés du fleuve.
Des combats désespérés ont lieu sur la rive ouest, où le maréchal Oudinot est encore grièvement blessé. Mais son infanterie suisse tient la ligne, jusqu'à ce que les cuirassiers du général Doumerc, dernière cavalerie lourde de l'armée, chargent et mettent en déroute les Russes. Au prix de grands frais, les troupes polonaises et allemandes de l'arrière-garde de Victor retiennent les Russes jusqu'à la nuit, puis se retirent sur les ponts. Depuis 2 nuits, les officiers essayent de faire traverser le grand nombre de retardataires sur le pont lorsqu'ils sont vides. Mais avec des températures atteignant moins 30 degrés Celsius, ils préfèrent rester sur place, blottis autour de leur feu. À l'aube du 29, alors que l'armée française reprend sa marche et que les Russes approchent, des milliers de traînards se précipitent paniqués vers les ponts. Des dizaines de personnes sont écrasées, d'autres tombent ou sont poussées à l'eau ou essaient de nager, ce qui est une mort certaine. Lorsque les ingénieurs français brûlent les ponts à 9h du matin, des milliers de personnes sont coupées et laissées à la merci de l'avancée des Cosaques. Certains sont devenus prisonniers, d'autres reçoivent le coup de grâce. Depuis le début de la retraite 43 jours plus tôt, la Grande Armée a parcouru plus de 800 km, épuisée et sous des attaques constantes. Et pendant les 23 derniers jours, dans des températures mortelles en dessous de zéro, sans vêtements ni abris appropriés. À cette époque, la force de combat de la Grande Armée a été réduite d'environ 124 000 hommes à 20 000. Le même nombre de retardataires traîne derrière l'armée. Le temps se dégrade davantage lorsque l'armée approche Vilna, avec des températures tombant jusqu'à moins 37 degrés. Les armées russes sont au moins maintenant retenues, laissant l'hiver, les Cosaques et les paysans russes achever les envahisseurs. Le 5 décembre, Napoléon quitte l'armée, voyage incognito à travers l'Europe à une vitesse vertigineuse et atteint Paris en seulement 13 jours. Naturellement, les satiristes anglais profitent du fait que Napoléon semble abandonner son armée vaincue. Et de nombreux soldats crient à la trahison. Mais ces généraux soutiennent sa décision de partir. Des nouvelles arrivent de Paris au sujet d'un coup d'État manqué. Et il y a beaucoup de travail à faire pour reconstruire l'armée et rassurer les alliés de la France. Le 9 décembre, 51 jours après le début de la retraite, environ 20 000 survivants en lambeaux de la Grande Armée traversent le fleuve Niémen pour revenir en territoire polonais ami. Selon la légende, le maréchal Ney aurait été le dernier à traverser le pays. L'invasion de la Russie par Napoléon s'est avérée être l'un des plus grands désastres militaires de l'histoire. Il avait commis des erreurs de calcul fatales sur la géographie, la logistique et surtout sur la réaction politique et stratégique de la Russie à son invasion. Ces bévues coûtent à son empire environ un demi-million d'hommes, ainsi qu'un quart de million de chevaux et 1000 canons. Autrement dit, sur 12 hommes qui ont marché en Russie avec la Grande Armée, l'un d'entre eux a été tué au combat ou est mort de ses blessures. 2 d'entre eux sont faits prisonniers et 1 meurt en captivité. 7 sont morts de maladie ou des effets du climat.
et seuls 2 d'entre eux sont revenus vivants. Beaucoup plus de soldats sont morts au cours de l'avancée estivale à cause de la chaleur, du typhus et de la dysenterie que lors de la retraite hivernale. Les pertes militaires russes ont été estimées à 150 000 personnes et un nombre énorme mais inconnu de morts civiles. La campagne de Russie fut une catastrophe pour Napoléon, pas seulement en perte de troupes et de ressources, mais aussi en dommages au prestige et à la réputation. Cet hiver-là, tous ses ennemis sentaient sa faiblesse et se préparaient à unir leurs forces contre lui pour la première fois. Mais l'empereur n'allait pas chuter sans combattre. De retour à Paris, il avoua à ses ministres : « La fortune m'a ébloui, messieurs. Je me suis laissé égarer. Au lieu de suivre mon projet, je suis allé à Moscou. Je pensais que je ferais la paix là-bas. Je suis resté trop longtemps. J'ai commis une grave erreur, mais j'aurai les moyens de la réparer. » Merci à tous les supporters de Patreon qui rendent cette série possible. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et bénéficier d'avantages gratuits, notamment un accès anticipé sans publicité et des mises à jour de production exclusives, vous pouvez visiter notre page Patreon.